Série de conférences de la JICA sur l'expérience japonaise de développement à ce jour. En accord avec l'agenda mondial de la JICA, des stratégies de coopération via les enjeux de développement. Comment le Japon est-il parvenu à l'accès universel à une eau potable sûre? Le développement des infrastructures au Japon, le cas des systèmes urbains d'approvisionnement en eau potable. Introduction. La conférence répond à deux questions. La première question est de savoir comment la couverture de l'approvisionnement en eau a été possible au Japon à hauteur de 98% de la population totale et comment un approvisionnement en eau potable sûr a été possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce graphique montre le décours temporel de la couverture de l'approvisionnement en eau, les cas de maladies d'origine hydrique et la mortalité infantile au Japon. Depuis que le premier système moderne d'approvisionnement en eau a été construit en 1887, la couverture de l'approvisionnement en eau a progressé de 30% en 50 ans. Cette couverture de l'approvisionnement en eau est presque équivalente à celle de nombreux pays développés aujourd'hui. Après cela, pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des systèmes d'approvisionnement en eau dans les villes japonaises ont été détruits par des raids aériens. Dans les années 1950, en raison d'une couverture de service faible des systèmes japonais d'approvisionnement en eau, les femmes allaient tous les jours chercher l'eau en utilisant des bâtons de portage et la plupart des gens ne pouvaient prendre de bain qu'une fois tous les quelques jours. Cependant, entre 1955 et 1975, lorsqu'il a été possible d'utiliser les ressources nationales pour le développement économique, la couverture de l'approvisionnement en eau au Japon a augmenté de façon spectaculaire de 30% à 80%. De plus, un approvisionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'eau potable sûre a été possible. De ce fait, les cas de maladies d'origine hydrique et le taux de mortalité infantile ont considérablement diminué et la population japonaise a atteint une plus grande longévité. Le peuple japonais a été libéré de la corvée d'aller chercher l'eau. Les conditions sanitaires de l'environnement de vie se sont sensiblement améliorées. Dans la section suivante, je souhaiterais clarifier les raisons pour lesquelles il a été possible de créer au Japon des systèmes d'approvisionnement en eau de si haute qualité. La seconde question concerne les raisons pour lesquelles les aptitudes des ingénieurs japonais se sont développées avec succès à travers leur apprentissage des techniques étrangères au cours du processus de modernisation. Depuis la fin du XIXe siècle, le Japon a créé un État moderne en incorporant une idéologie, des systèmes sociopolitiques et des techniques modernes. En 1887, le premier système d'approvisionnement en eau, dont des installations de traitement des eaux ainsi que des conduits sous pression, a été créé dans la ville de Yokohama. La ville de Yokohama était le port le plus proche et le plus important de Tokyo. Le système d'approvisionnement en eau a été conçu et construit sous la supervision d'un ingénieur britannique nommé Henry Spencer Palmer. La construction de systèmes modernes d'approvisionnement en eau au Japon a commencé sous la supervision d'ingénieurs étrangers, mais très rapidement, les ingénieurs japonais ont pris la relève. Puis, ils ont construit des systèmes modernes d'approvisionnement en eau dans les principales villes du Japon. Pourquoi le Japon a-t-il été capable de former des ingénieurs qui ont acquis des techniques étrangères en un temps si court? Un accès plus large. Un financement basé sur le principe du paiement par le consommateur. Permettez-moi à présent de répondre à la première question. Le premier point clé concerne les méthodes de financement. Depuis l'époque de la construction précoce d'approvisionnement en eau,
des obligations municipales ont été émises pour lever des fonds pour la construction de systèmes d'approvisionnement en eau. Les obligations émises ont été remboursées par les revenus de la redevance de l'eau. Comme au début il n'existait pas de souscripteurs japonais, les obligations municipales étaient souscrites par des investisseurs étrangers. Par la suite, des mécanismes de financement public avec l'appui du gouvernement national ont été lancés pour fournir des fonds à long terme et à bas intérêt, levés au Japon pour des installations d'approvisionnement en eau. Cela a permis aux institutions de financement public de souscrire des obligations émises par les installations d'approvisionnement en eau et ainsi de grandes quantités d'argent ont été disponibles pour la construction de systèmes d'approvisionnement en eau. Les délais de remboursement étaient longs afin que non seulement la génération actuelle, mais également les générations futures aient de remboursement de ces obligations par le biais du paiement de la redevance en eau. Par exemple, le bureau du service des eaux de Tokyo a quadruplé sa capacité de production en eau durant les 20 ans entre 1955 et 1975 afin de couvrir la demande en raison de la croissance de la population et l'amélioration des conditions de vie. Afin de financer ces projets de construction, ils ont émis des obligations municipales et ont augmenté la redevance de l'eau pour rembourser ces obligations. Durant cette période, la part de la facture d'eau était faible en comparaison aux revenus des ménages, en raison de la haute croissance économique et l'augmentation des revenus. De plus, la qualité du service du bureau était élevée. Par conséquent, les clients ont accepté une augmentation de la redevance. Assurer un service de haute qualité. Poser un objectif clair pour maintenir la santé publique. L'excellence des systèmes d'approvisionnement en eau du Japon repose sur le fait qu'ils fournissent une eau sûre et potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comment a-t-il été possible d'y parvenir? Il y a deux facteurs. L'un des facteurs est que l'objectif politique de l'approvisionnement en eau était très clair: améliorer la santé publique. Durant l'ère Meiji, le bureau de la santé publique du ministère de l'Intérieur a administré des installations d'approvisionnement en eau et par la suite même, le ministère de la Santé a été désigné pour encadrer le service des eaux avec la perspective de promouvoir la santé publique. La loi d'approvisionnement en eau stipule clairement que les installations d'approvisionnement en eau au Japon ont l'obligation de fournir de l'eau potable pour protéger la santé publique. Par conséquent, l'ensemble des employés des installations d'approvisionnement en eau sont dévoués à leur travail avec de hautes aspirations pour fournir de l'eau potable depuis le robinet. Pour ce faire, ils chlorent l'eau et maintiennent une forte pression pour éviter des infiltrations d'eau contaminée depuis l'extérieur des conduites d'approvisionnement. De plus, des normes et directives ont été publiées telles que les normes des installations, les normes de qualité de l'eau, des directives sur la conception ainsi que des directives sur la maintenance. Toutes les installations d'approvisionnement en eau respectent ces normes et directives. Les matériaux et produits chimiques utilisés au cours de l'approvisionnement en eau sont certifiés et examinés par l'Association japonaise du service des eaux qui contribue à l'amélioration de la pureté et de la qualité des matériaux produits et commercialisés par des sociétés privées. Ces efforts ont débouché sur de très faibles fuites des conduites d'approvisionnement ainsi que l'approvisionnement efficace d'une eau potable sûre au public. Assurer un service de haute qualité, une approche axée sur le client, une gestion et gouvernance démocratique. Un autre facteur est que les installations d'approvisionnement en eau sont gérées de manière démocratique pour refléter l'avis des consommateurs et en gardant à l'esprit le service au client.
Le ministère des Affaires internes et des Communications administre la gestion des installations et le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales réglemente et administre la qualité de l'eau et les techniques du traitement de l'eau. De plus, les installations d'approvisionnement en eau fonctionnent comme des entreprises publiques et sont soumises à la surveillance d'assemblées municipales. Le principe de base des entreprises publiques est d'être exploitées avec une redevance de l'eau et d'avoir une comptabilité claire, indépendante de la comptabilité générale des autorités locales. Lors de la révision de la redevance de l'eau, un forum, tel qu'un conseil par exemple, est mis en place pour des discussions démocratiques tout en écoutant de manière vaste les avis des citoyens et des experts. De plus, les installations d'approvisionnement en eau au Japon fournissent des services publics aux citoyens. Elles considèrent les consommateurs comme leurs clients et s'attellent continuellement à améliorer la satisfaction des consommateurs. Elles mettent en place des centres clients, écoutent les avis des clients, diffusent publiquement de l'information et améliorent infatigablement leurs services. La formation des ingénieurs. Ensuite, je souhaiterais répondre à la seconde question. Bien que le peuple japonais consomme traditionnellement l'eau des rivières, des bassins et des puits, nous avons construit des aqueducs pour répondre à la large demande des villes en expansion. La photo montre l'aqueduc Tamagawa-jo-Subi de 1653 qui amenait l'eau à Tokyo, qui s'appelait Edo à l'époque. La longueur totale de l'aqueduc de Tamagawa-jo-Subi était de plus de 40 km et il avait une très faible pente, seulement 2 pour 1000. Cette tâche difficile a été accomplie dans le délai court de 8 mois. Edo était la plus grande ville du monde avec une population totale de plus d'1 million d'habitants. Cependant, les systèmes d'approvisionnement en eau à Edo ont permis de maintenir de bonnes conditions sanitaires, ce qui surprenait tous les étrangers qui visitaient le Japon. Lorsque le Japon a ouvert son port aux navires de commerce étrangers de 1854, des maladies d'origine hydrique telles que le choléra se sont propagées au Japon et se sont étendues pour comptabiliser plus de 150 000 cas de choléra annuels. Pour contrer cela, des systèmes modernes d'approvisionnement en eau ont été construits dans les ports et les villes principales, à commencer par celui construit dans la ville de Yokohama en 1887. Durant ces jours, les ingénieurs étrangers ont donné des conseils techniques aux ingénieurs japonais. D'abord, ils ont acquis les techniques en tant qu'assistants des ingénieurs étrangers, puis ils les ont appris rapidement et ont transmis leurs nouvelles connaissances à leurs collègues et leurs subordonnés. Les étrangers leur avaient uniquement donné des conseils dans les cas initiaux, et plus tard, les Japonais ont réalisé des plans d'approvisionnement en eau et la construction par eux-mêmes. Il existe deux facteurs qui permettent d'acquérir et de partager les techniques de construction des systèmes d'approvisionnement en eau. Le premier est que le peuple, aspirant à apprendre des autres avec passion, était engagé dans la construction de l'État moderne. Durant l'époque d'Edo, qui a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle, il existait une division sociale en fonction de la naissance. Celle-ci a été abolie lors de l'ère Meiji, et les jeunes guerriers de basse classe ainsi que les agriculteurs de classe supérieure se sont hissés au premier rang de la construction du pays. Ces personnes fréquentaient des écoles privées appelées Terakoya et des écoles d'entraînement physique de Kendo dans lesquelles elles apprenaient de leurs enseignants. Ces derniers savaient lire et écrire et entretenaient une rigueur ainsi qu'une éthique élevée. Ils étaient avides d'apprendre pour le développement de l'État ainsi que de trouver un moyen de jouer leur propre rôle.
Durant l'époque d'Edo, les enseignants dans les Terrakoya étaient des citadins, des guerriers et des moines, mais ils ont été remplacés par des ingénieurs étrangers durant la période Meiji. Le second facteur est la tradition de respect envers les enseignants et la volonté d'enseigner aux autres ce qu'ils avaient appris de leurs enseignants. Les gens aspiraient à apprendre et une fois qu'ils avaient acquis des connaissances ou compétences, ils devenaient enseignants pour les autres. Ainsi, il était tenu pour acquis que les ingénieurs japonais qui avaient appris des étrangers durant l'ère Meiji enseigneraient ensuite ce qu'ils avaient appris à leurs subordonnés. L'apprentissage de la littérature classique et du kendo durant l'époque d'Edo a évolué vers l'apprentissage des techniques durant l'ère Meiji. Le gouvernement du Japon a apporté son soutien à l'enseignement supérieur en créant des universités. En 1904, une organisation a été établie avant d'évoluer vers l'Association japonaise du service des eaux d'aujourd'hui et grâce à laquelle les fournisseurs d'eau ont échangé et partagé des techniques et connaissances depuis lors. Même aujourd'hui, le développement des ressources humaines y est considéré comme important. L'Institut national de santé publique et l'Association japonaise du service des eaux proposent de nombreux cours de formation. Chaque installation d'approvisionnement en eau propose également des formations sur le terrain et certaines d'entre elles disposent également de grands centres de formation. En plus de ces programmes nationaux de qualification tels que les ingénieurs professionnels, certaines des installations d'approvisionnement en eau certifient également des employés qualifiés et des ingénieurs. Leurs programmes de développement de ressources humaines sont fondamentaux dans le soutien de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau au Japon. Résumé. Les installations japonaises d'approvisionnement en eau sont parvenues à un approvisionnement d'eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les points clés de cette réalisation sont: premièrement, ses mécanismes financiers. Deuxièmement, ses objectifs politiques clairs. Troisièmement, son approche axée sur les clients et la gestion démocratique. Et pour finir, le développement des ressources humaines pour soutenir ces points. Ces points clés sont également importants pour la construction et la gestion d'autres infrastructures. Cependant, il existe des problèmes émergents. La population japonaise est en déclin et les municipalités locales se dépeuplent. Les installations d'approvisionnement en eau vieillissent et nécessitent d'être rénovées, alors que les recettes des installations d'approvisionnement en eau diminuent. Par conséquent, des efforts sont déployés pour maîtriser les problèmes émergents en consolidant les installations d'approvisionnement en eau qui ont été exploitées indépendamment par chaque municipalité, ainsi que par la promotion de partenariats publics-privés. À notre époque, les installations d'approvisionnement en eau sont engagées dans la garantie de ressources en eau pour s'adapter au changement climatique, dans la réduction de consommation de l'énergie et dans la production d'électricité à petite échelle pour la réduction des gaz à effet de serre. Le Japon est l'un des plus grands donateurs de l'aide au développement officiel envers les pays en développement dans le domaine des systèmes d'approvisionnement en eau, en ayant recours à son expérience de développement des ressources en eau et de construction et gestion de systèmes d'approvisionnement en eau. En partenariat avec les municipalités locales, la JICA fournit son aide financière à des pays en développement pour la construction de systèmes d'approvisionnement en eau, ainsi que son assistance technique pour le développement des ressources humaines et la mise en place de cadres juridiques et politiques. Par exemple, à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, les installations ont été réparées et leur capacité a été élargie dans le cadre d'un plan à long terme de réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau qui avaient été dévastés par la guerre civile. De ce fait, en moins de 10 années, Phnom Penh s'est doté d'un approvisionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en eau potable, et les installations d'approvisionnement en eau ont étendu durablement leurs services tout en maintenant des bénéfices dans leur exploitation.
Nous serions heureux que l'expérience japonaise relatée ici soit capable d'aider au développement futur de votre pays. Le Japon s'est modernisé à partir d'un contexte non occidental pour établir une nation libre, démocratique, prospère et éprise de paix. En ce sens, le Japon est aujourd'hui l'un des meilleurs modèles de développement pour les pays et régions en développement. De plus, le Japon a contribué à la croissance économique dans de nombreux pays développés, notamment en Asie. Par conséquent, nous souhaitons partager avec vous les expériences uniques de la modernisation du Japon qui sont différentes de celles des pays occidentaux et la coopération avec les pays en développement à travers ce support vidéo. Cette série de vidéos fournit un résumé exhaustif au moyen de questions de développement en accord avec la gamme de stratégies de coopération de la JICA appelée l'Agenda mondial de la JICA.